Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Adrien Joly, le dev qui, à chaque ticket, est partagé entre son idéal d'écrire du code sous sa meilleure forme possible et l'envie d'ajouter un if et passer à autre chose. Et je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et je pense que le bug qui disparaît tout seul est plus effrayant que celui qu'on trouve. Elle est superbe cette deadline, t'aurais dû la garder pour Halloween. C'est vrai. Comment vas-tu aujourd'hui ? Parfaitement bien, il fait un temps magnifique, et toi ? Pareil, très bien, la forme, heureux de te retrouver. De même. Est-ce que t'as une question pour nous aujourd'hui ? Il semble que nous avons reçu une question et nous vous remercions pour vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer sur le formulaire sur notre site, lesav.tech. Alors aujourd'hui, nous allons lire la question de Fabien. Fabien nous dit « Hello le SAV, tout d'abord, merci de produire ce podcast, il est très chouette tant sur le fond que la forme. » Eh bien, merci Fabien, ça fait plaisir. Dans les épisodes précédents, vous avez parlé à plusieurs reprises de guidelines de code et de bonnes pratiques, entre guillemets. D'où proviennent ces guidelines que vous mentionnez et comment vous en servez-vous ? Pourquoi cette question ? Dans mon contexte, nous avons mis en place une solution pour expliciter nos pratiques et en discuter. Je cherche à confronter cette solution à d'autres pour l'affiner et la faire évoluer. Mon contexte. En tant que consultant externe, j'endosse un rôle de lead sur plusieurs équipes. Ces équipes doivent respecter des guidelines provenant de différentes sources. Petit 1, des normes technologiques, langages, outils, frameworks venant d'une équipe d'architectes, des, entre guillemets, bonnes pratiques, structure des projets Java, indentation, convention de nommage, workflow Git, etc., venant d'un responsable des développeurs, à la fois manager et responsable du parc applicatif, des nommages d'objets métiers venant d'un catalogue de données qui homogénéise du lexique au travers de la DSI, des bonnes pratiques issues des équipes elles-mêmes. À titre personnel, je ne suis pas en accord avec certaines de ces pratiques. Les bonnes pratiques n'existent pas, entre parenthèses, sans contexte, car je trouve qu'elles empêchent les équipes d'apprendre et de progresser. La solution mise en place est de discuter en équipe et de tracer nos décisions. Lors d'une instance de partage régulière entre développeurs et développeuses, chaque personne met sur la table les difficultés rencontrées lors de la production du code ou les désaccords exprimés lors des code reviews. Nous prenons le temps de formaliser la pratique avec son contexte et ce que nous voulons faire, à la manière d'un ADR, avant de voter par consensus sur l'exigence collective de celle-ci, un peu à la manière de cataloguer des technologies avec un tech radar. Pour le moment, cela fonctionne bien. On a un artefact qui nous permet d'onboarder explicitement les nouvelles personnes. Il sert de source unique de guidelines pour notre contexte d'équipe, et cet artefact nous permet de désobéir à certaines guidelines imposées. Par exemple, structure des packages Java ou indentation du code, car nous avons argumenté, dans notre contexte, les raisons de notre désobéissance. Cela permet d'entamer une discussion pour, éventuellement, revoir les guidelines globales à la DSI, mais aussi cela permet d'ouvrir une expérimentation. Voilà. Eh bien, merci. Il n'y avait pas de point d'interrogation à la fin de cette question. Ça reste quand même, il y a quand même pas mal de trucs sur lesquels rebondir. Déjà, salut Fabien, vu qu'on se connaît un petit peu. Et merci pour ta question. C'est très riche, il y a plein de trucs à soulever. J'aime bien le fait que tu aies listé, en fait, qu'est-ce qui rentre ou qui peut rentrer dans ce qu'on appelle des guidelines. Tu as mentionné les normes technologiques, le nommage des objets métiers, etc. Et je pense que ça représente bien ce que personnellement j'ai en tête quand on parle de guidelines. C'est les choses sur lesquelles on se met d'accord en tant qu'équipe pour essayer de respecter ces choses-là qui ont été décidées. Et si j'ai bien compris, en gros, le fond de la question, c'est pourquoi, quand on parle de guidelines, de quoi on parle, toi et moi, dans le podcast, comment, dans notre expérience, d'où elles viennent en fait, qui les a décidées. Est-ce qu'elles se font progressivement par l'équipe, comme tu le suggérais, Fabien, ou est-ce que ça vient d'ailleurs ? Tu l'as compris comme ça aussi, la question ? Oui. Et est-ce que déjà on est d'accord sur le scope proposé par Fabien sur qu'est-ce qui fait partie des guidelines, donc les 4 points qu'il évoquait ? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent ou qui te semblent ne pas faire partie des guidelines quand on parle de guidelines ? Non, j'ai l'impression que c'est vraiment très bien défini, pour être honnête. Moi, le premier truc qui me... Enfin, pas qui me frappe, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais Fabien travaille dans ça m'a l'air d'être une grosse entreprise quand même, un grand groupe, ouais. Voilà. Moi, je travaille majoritairement en start-up. Donc, par exemple, on n'a pas d'architecte, on n'a pas plein de rôles qui pourraient pondre des guidelines. Donc, on n'est pas soumis à ça. Les seules personnes qui pourraient pondre des guidelines dans les endroits où je travaille, c'est soit les cofondateurs, soit les managers ou responsables techniques quand il y en a. Et c'est généralement comme ça que ça se passe.
Et je vais commencer par répondre très simplement parce que dans mon cas, la plupart des boîtes où je bosse, en vrai, les guidelines, elles sont souvent implicites. C'est rare qu'on ait un document qui représente ces guidelines. En revanche, souvent, on part de décisions qui sont personnelles et qui viennent de cofondateurs ou personnes avec une seniorité plus élevée dans la boîte. Par exemple, dans ma startup actuelle, une des guidelines, c'est qu'on fait de la programmation non fonctionnelle, plutôt orientée à objet, malgré le fait qu'on fait du JavaScript, avec un petit peu de fonctionnel ici et là, mais généralement, c'est pas trop l'idée. Autre exemple, par exemple, quand on écrit des classes, on va toujours les exporter sous forme de constante et non pas utiliser le mot-clé classe littéralement. Bon, il y a des certaines préférences qui sont vraiment personnelles, d'autres qui, parce que c'est dû à des problèmes d'outillage ou autre, mais voilà. Et on les connaît de manière tribale, c'est-à-dire qu'on les découvre au fur et à mesure qu'on avance dans la codebase. Ouais, le fameux Druid-Driven Development avec la tradition orale. Ouais. Comment ça se passe pour toi ? Bah, moi, c'est différent parce que je suis dans une boîte beaucoup plus large, mais qui a une croissance énorme, donc qui se situe dans un entre-deux qui n'est pas non plus une boîte ultra industrialisée, donc dans lequel il y a une dynamique quand même un petit peu start-up, mais qui est à une échelle supérieure à celle de la start-up. Après, pour ma part, j'ai travaillé dans de nombreux environnements start-up, et je pense que c'est aussi depuis cette expérience que je parle dans les podcasts, donc vraiment des boîtes dans lesquelles, on va dire, il y a moins en général, d'une vingtaine de développeurs, quoi, ou dans ces eaux-là. Comme tu l'as dit, il y a un truc qui me frappe dans la question, c'est le niveau d'industrialisation de leurs guidelines, la mise par écrit de l'ensemble des normes, le fait d'avoir des architectes qui définissent des normes, etc. Ça me fascine. On en a parlé la dernière fois dans l'épisode des architectes. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert, mais visiblement, ils écrivent énormément de normes. Donc, oui, on parle de responsable des développeurs et de parc applicatif. Clairement, c'est des choses que je ne connais pas, quoi. Après, il y a plusieurs éléments qui ont été un peu frappants. Le problème qui est relevé, c'est qu'ils trouvent que les guidelines empêchent les équipes d'apprendre et de progresser. Si les normes sont ouvertes, etc., je vois pas en quoi ça empêche les équipes d'apprendre et de progresser. Peut-être parce que c'est trop guidé et qu'on peut pas se tromper, et que si on peut pas se tromper, on peut pas découvrir non plus et apprendre par nous-mêmes. Comment tu vois les choses ? Ouais, à la rigueur, là, à l'instant, la seule chose que je vois qui pourrait être problématique dans un milieu trop normé, c'est que tu rates des opportunités d'apprendre des choses différentes. Par exemple, de dire, bah tiens, ce problème, il pourrait être taclé avec tel langage ou tel framework, ce serait plus adapté pour ce type de problème. Ouais. Et là, bah, si la boîte dit, bah nous, on fait tout en Java et c'est comme ça, Ouais. bon, bah tu risques de passer à côté de quelque chose qui potentiellement est plus puissant, plus pérenne et même peut-être plus simple pour résoudre le problème. Et donc je vois plus ça comme une occasion potentiellement manquée que comme le fait de ne pas évoluer. Je pense qu'il y a toujours de quoi évoluer de toute façon, ne serait-ce que sur la partie métier, connaissance du métier, sur ta maîtrise du langage, la maîtrise de la communication avec ton équipe pour parvenir à tes fins, hein, qui est la résolution de problèmes. Ouais. De toute façon, il y a toujours de quoi évoluer. Donc je pense pas que de trop normer empêche d'évoluer. Après, ce que disait Fabien, c'est que de toute façon, l'important c'est qu'il y ait des discussions dans l'équipe. Ouais. Le jour où tu sens qu'une norme, elle nous empêche de faire quelque chose, je pense que c'est important de se poser et de s'autoriser à dire, bon bah là, on va faire... on torse à la règle. Il a évoqué les ADR, alors si je me souviens bien, c'est Design Records, je sais plus ce que A veut dire, mais en gros ça consiste à dire... quand tu fais des ADR, c'est que tu prends des décisions techniques qui vont avoir des conséquences, parfois négatives, hein, ou des contraintes, mais tu les prends en connaissance de cause. L'ADR sert à cristalliser le fait que tu as pris cette décision, pourquoi tu l'as prise, et quelles sont les limites ou contraintes dont tu es au courant, mais que tu acceptes pour pouvoir quand même aller de l'avant en prenant cette décision. Pour avoir cherché rapidement, là, c'est Architecture Decision Record. Donc... Après, dans des ADR, dans mon souvenir, tu vas plus c'est même le nom l'indique, hein, tu parles plus d'architecture. Par exemple, tu vas plus dire pourquoi on a décidé de mettre une queue, par exemple, dans un système, plutôt que de faire des appels directs. Ça, c'est une décision architecturale. Tu vas pas forcément parler de comment tu vas nommer tes objets métiers. En fait, ça couvre qu'une partie du scope, c'est ça que je veux dire. Ça va couvrir la partie architecturale. Pour ce qui est du nommage, peut-être que ça a du sens juste d'ouvrir une nomenclature ou un glossaire, qui est un autre document, qui est aussi une sorte de guideline, puisqu'il faut la suivre, mais qui est un document séparé des décisions architecturales qu'on fait. En fait, mon point, c'est l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Et nous, quand on fait un nouveau design ou quand on introduit des changements plus ou moins majeurs, on fait ce qu'on appelle une RFC, où on décrit notre design et on le soumet, on va dire, au jugement des autres et à l'approbation de différentes personnes.
afin de collecter un peu du feedback et justement d'améliorer le design. Est-ce que ça se rapproche finalement d'un ADR ça serait la version anglaise de... Enfin, quoique, Architecture Decision Record, c'est anglais aussi. Mais est-ce que RFC et ADR, à ton avis, c'est la même chose ? Je pense que tu peux les utiliser pareil. RFC, il a un champ d'application plus large, je crois. D'accord. À mon avis, le ADR, il faut le reconnaître comme étant quelque chose où il n'y a pas forcément d'échange dessus. L'important, c'est qu'il soit archivé. Okay. C'est pour ça que ça s'appelle record. C'est que, en gros, même, j'avais lu à l'époque, c'était recommandé de le mettre dans ton repository. C'est-à-dire que tu as un répertoire ADR où dedans tu mets tout est listé pour que ce soit facilement trouvable à côté du code qui est concerné par ces décisions. Donc peu importe qu'il y ait eu RFC ou pas en amont, en revanche, ça me paraîtrait pas délirant que tu as RFC. Imaginons que tu veux faire une fonctionnalité, tu fasses un request for comments, donc un RFC, qui ressemble fortement à la structure d'un ADR. Ouais. Par contre, tout ça, pour être honnête, malgré le fait que je sois dans une grande boîte et que j'aime bien avoir des bonnes pratiques et des guidelines, etc., il y a aussi un autre truc qui me marque, c'est on a un artefact qui nous permet d'onboarder les nouvelles personnes. Alors, je ne sais pas ce que c'est un artefact, j'imagine que c'est un document, quoi. Ouais, mais, c'est une trace, quoi, quelque chose et démontrable. Oui, ce qui m'a marqué, c'est, donc on a ces ADR, et il dit, on a un vote par consensus. Et j'ai l'impression qu'il y a un biais dans ce truc-là. Quelque part, j'ai la sensation dans son texte qu'il y a quand même une avalanche de normes qu'on peut retrouver ailleurs, mais un biais où on veut faire quelque chose de démocratique. Et dans la démocratie, tout le monde devrait s'exprimer ou on devrait juger les choses ensemble. Et le consensus, je ne sais pas si c'est une bonne méthode. Est-ce que c'est une méthode adaptée à la croissance ? Plus tu as de monde, plus tu as de risques qu'un consensus ne fonctionne pas. Est-ce que voter, c'est nécessairement une bonne chose ? C'est-à-dire que, par exemple, Linus Torvald est le dictateur de son projet open source. Et pourtant, c'est un projet qui fonctionne extrêmement bien et qui est utilisé par nombre de personnes. Donc ma question, elle est plus autour du comment on devrait adopter des normes communes. Est-ce que c'est nécessairement la bonne chose de le faire tous ensemble ? Est-ce que ça doit être décidé par une personne ? C'est des questions intéressantes, mais ce que je vois, c'est que là, leur mode de fonctionnement, qui est plus ou moins démocratique, crée une avalanche de normes qui semble quelque part les paralyser d'une certaine manière. Personnellement, moi-même, j'aime bien être un peu plus freestyle, on va dire. Quoi. C'est quand il y a besoin de faire quelque chose et qu'il faut délivrer de l'impact tout de suite, des fois, il faut savoir faire des exceptions à toutes ces règles. Alors, il dit... On se donne les moyens de désobéir en votant nous-mêmes, etc. Mais tout ça, ça prend énormément de temps. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que justement, en voulant être trop structuré, on perde en vélocité, en créativité, comme tu l'as dit. J'ai pas l'impression que le côté démocratique soit appliqué sur toutes les normes qui sont en vigueur dans cette entreprise. J'ai l'impression que la partie démocratique, elle est dans son équipe, donc elle est à petite échelle, et elle ne couvre que les ADR, j'ai l'impression. Ou en tout cas les décisions architecturales et les bonnes pratiques, entre guillemets, ou les pratiques qui sont employées dans cette équipe. Le reste, au contraire, ça a l'air plutôt dictateur. Hein. Si tu regardes bien dans la question, il disait les normes technologiques, ça vient des équipes d'architectes. Rien ne nous indique que les architectes, ils ont fait un vote démocratique pour décider les trucs. Hein. Et pour répondre à ta question de est-ce que c'est mieux de faire du démocratique, alors je vais répondre déjà par un it depends, hein, ça dépend évidemment du contexte. Si t'as qu'une équipe de cracks, de gens qui sont expérimentés, doués, passionnés par ce qu'ils font et qui connaissent bien leur domaine, je pense que ça a du sens de laisser tout le monde pouvoir s'exprimer, mettre un veto sur quelque chose, etc. Si t'as une équipe où il y a des très gros écarts de niveau, ou des gens qui ont des opinions très très fortes, pas forcément pour les bonnes raisons, c'est peut-être dangereux de mettre du démocratique dans une situation comme ça. Donc ça dépend évidemment du contexte, et ça dépend aussi des contraintes. Peut-être que pour eux, dans l'équipe dans laquelle ils travaillent, c'est pas grave de mettre une semaine à prendre une décision sur une guideline. Peut-être qu'en fait les enjeux sont tellement gros qu'il vaut mieux être absolument sûr de ce qu'ils font avant de prendre la décision, que de prendre une décision à l'arrache et... C'est comme, pour moi, je vois potentiellement comme la différence qu'il y a entre le modèle startup, faites des erreurs et vous vous excuserez plus tard, quoi. Un peu le modèle Facebook, tu vois. Versus un modèle plus bureaucratique où il faut changer le moins de choses possible. Tant que ça marche, on touche pas, quoi. Hein. C'est un peu la sensation que j'ai. Parce qu'on n'a pas envie de se retrouver dans une situation où il faudra demander pardon. Donc voilà, et ça dépend évidemment des valeurs de la boîte, et ça dépend de la valeur de l'équipe, et ça dépend de la capacité des gens de l'équipe. Oui. C'est en tout cas voilà, c'est ce que j'ai compris de ce qu'il nous dit sur la manière dont l'équipe fait évoluer les règles de l'équipe. Ouais.
Je pense que c'est des choses qu'il faut invoquer au besoin. C'est-à-dire que si jamais il y a un débat sans fond sur une PR de est-ce qu'on devrait faire comme ci ou comme ça, il faudrait qu'à un moment donné, si quelqu'un est suffisamment motivé pour prouver que son point est le plus valide, il puisse se référer à un texte de référence. Ouais. Et dire, bah regarde, alinéa machin de guide de style de l'entreprise, on a décidé ça. Donc si on veut le contester, ok, et je pense que c'est ce qui se passe dans l'équipe de Fabien, hein. Ouais. Ils s'autorisent à contester des choses, mais ils le font en connaissance de cause, Ouais. et c'est référencé par rapport à des décisions qui ont été prises dans le passé. Donc en fait, tu as plus de munitions le jour où tu veux aller à l'encontre d'une règle déjà votée, pour aller voir la DSI, dire oui, on sait qu'il y a telle règle, on a été contraint d'aller à l'inverse de cette règle, est-ce que c'est pas l'occasion de faire évoluer les règles en fait? Ouais. Et puis ce qu'il faut pas oublier, effectivement, c'est que tout ça, ça nous permet de faire quoi? C'est a priori, ça nous permet de gagner du temps. Quoi. Au sens... Et de l'énergie de... Ouais, en tout cas pour l'entreprise. Et ça peut être de la réduction de risque aussi. Ouais. Par exemple, quand une entreprise dit je veux qu'on fasse que du Java ou qu'on héberge que chez cet hébergeur-là, c'est aussi une décision stratégique qui permet que si un jour il y a un problème, il y a plus de monde dans la boîte qui est compétent pour répondre à ce problème. Si tu laisses tout le monde faire ce qu'il veut, le jour où il y a un problème, surtout si les gens sont partis de l'équipe entre-temps, ça peut être très très compliqué et donc là c'est un risque pour la boîte. Donc c'est pas seulement une perte de temps, c'est tu peux mettre en défaut la capacité de la boîte à réaliser sa mission. Ouais. Bon écoute, on a pas mal divergé sur différents points. Je sais pas si tu avais d'autres choses à évoquer justement sur la... Je sais pas si c'est vraiment une question, mais sur le sujet de Fabien. Non, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets qui étaient évoqués. J'espère que ça intéressera Fabien. Peut-être qu'il aura une réponse à nos réponses. On les accueillera avec plaisir. Hein. Peut-être ça fera l'objet d'un autre épisode. Donc n'hésite pas si tu as des réactions en tout cas à ce qu'on apporte ici. Yes. On arrive à la fin de cet épisode. Comme le disait Jérémy tout à l'heure, on serait ravis de répondre à toutes vos questions non techniques que vous observez au bureau, que ce soit des questions de carrière, des questions de communication, des problèmes de décision, etc. Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur notre site web lesav.tech, sur lequel vous trouverez un formulaire. Vous pouvez également nous les envoyer en message privé sur notre compte X, qui est le SAV Tech en snake case. Snake case. En case du serpent. Comment on dirait ça en français, je sais même pas. Bon, en tout cas, voilà, on a hâte de lire vos situations, de pouvoir les couvrir dans les prochains épisodes. Si vous avez d'autres idées de sujets que vous aimeriez qu'on couvre, n'hésitez pas aussi à nous les proposer. Je pense qu'on est prêt à s'ouvrir un petit peu sur le format. Reste à voir ce qui vous intéressera et ce qui nous intéressera également. Et comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions de manière anonyme si vous le souhaitez, c'est vous qui décidez. Merci Jérémy, merci à vous tous et à vous toutes, et on se retrouve dans quelques semaines. Et en attendant, bonne fête de fin d'année. Merci Adrien, à bientôt, au revoir. Ciao, ciao.